Irlande, plage d'Erinane, juin 69. Temps pluvieux. Au loin, 3 personnages se dessinent dans la grisaille de ce jour sans lendemain. Ce moment s'inscrit dans l'histoire et reste gravé dans les mémoires de tous comme l'une des dernières images marquantes du général de Gaulle. Il marche contre le vent, en silence, face à son histoire. Une femme, son épouse, l'accompagne. À quelques mètres, un troisième personnage insolite, surprenant, énigmatique parce que inconnu du grand public. Cet homme, c'est l'amiral Floïc, qui était depuis 1958 aide de camp du général président. C'est peut-être ma seule vanité, c'est de se dire que je fais quelque chose qu'on ne m'a pas appris, que je fais par moi-même, où je laisse libre cours à mon tempérament. Mais la peinture, c'est une préoccupation de chaque instant. Il ne faut pas se lancer dans la peinture, c'est une folie. Ça n'a pas de fin. On n'est jamais satisfait de ce qu'on fait. Là, aujourd'hui, ça correspond plus à mon tempérament d'aujourd'hui, vous voyez. J'ai changé complètement ce Saint-Tropez. Tel qu'il est là, il me va. Cette jeune femme qui marche à côté de François Floïc, c'est Noémie, ma fille. De par sa mère, elle est apparentée à cet homme qui est son grand-oncle. Âgée de 22 ans, elle est aujourd'hui étudiante à l'école normale supérieure. Interrogeant l'amiral Floïc pour démêler la légende de la vérité historique, Noémie part à la découverte d'une biographie croisée, celle du général et de l'amiral. Qu'est-ce que ça fait de partir, quand on a 20 ans, faire la guerre? Pour moi, l'affaire était tranchée en 1939. Et si je suis parti en 1940, c'est que il y avait l'invasion parce que les Allemands arrivaient et que j'avais décidé de partir en Angleterre. J'avais d'ailleurs demandé l'autorisation de ma mère auparavant. Et lui demandant si elle voulait, au moment où les Allemands arrivaient, si elle voulait partir ailleurs. Et elle m'a répondu, je suis né ici, je mourrai ici. Alors je lui ai demandé l'autorisation, est-ce que si je peux partir, je peux partir. Donc, dans la jeunesse, tu comprends, à mon âge, dans la guerre, je partais dans l'aventure avec un objectif qui était de m'engager dans la Royal Navy. Alors, en 40, tu es parti donc le 18 ou le 19, c'est ça? C'est bien, tu sais que j'étais à l'école qu'on appelait l'hydrographie à cette époque-là. Oui. Le lundi, il y a eu les examens. Et le mardi matin, quand je suis revenu pour la deuxième session d'examen, on a annoncé que les examens étaient annulés. Et alors, le directeur de l'école de navigation, qui était le passé, et l'inspecteur des écoles de navigation, qui avait le rang d'amiral, qui était le coq. C'est ça, il était formidable. Nous a incité, disant les élèves, il faut que vous partiez en Angleterre. Oui, chapeau, heureusement. Alors je suis remonté chez moi, j'ai dit à ma mère, fais-moi un sac de marin. Je suis redescendu à Paimpol. Descendu à Paimpol, il y avait des bateaux en partance, en particulier le bateau pilote de la Basse-Seine, l'Albert Faroult. Alors nous avons quitté donc Paimpol par une journée comme aujourd'hui, à la marée du soir. Sublime. La marée du soir, et puis voilà, nous avons fait route sur l'Angleterre. En ouvrant le journal le lendemain matin, nous avons appris qu'un général de Gaulle avait lancé un appel. Alors ça nous a paru un nom de guerre qu'un général avait pris pour s'appeler de Gaulle. C'est extraordinaire. Oui. Comment ça se traduit, la peur? Enfin, à quoi tu as été confronté, si tu veux, D'abord, j'ai été confronté à la vie de marin. À la vie de marin sur l'Atlantique, dans un petit bateau, avec les convois, les attaques des sous-marins allemands. Physiquement, d'abord, une vie très rude.
Mais je dois dire que on peut dire que tous les Français libres avaient fait le sacrifice de leur vie. Je ne pouvais pas dire que j'ai eu peur. Le seul jour où j'ai eu peur, c'est au retour d'un convoi de Russie, quand nous sommes rentrés dans le champ de mines britannique qui barrait le détroit de Danemark. Le détroit de Danemark, c'est le détroit qui sépare le Groenland de l'Islande. Et les Anglais avaient mouillé un champ de mines en laissant un petit passage d'un nautique de large, c'est-à-dire 1850 mètres, un 1000 marins, entre le cap nord de l'Islande et le champ de mines. Comme depuis 3 jours nous étions dans la brume et que nous n'avions pas de moyens de navigation radioélectrique, par suite, il faut bien dire, d'une erreur de navigation, nous sommes rentrés dans le champ de mines. J'avais pris le quart à 20h et à 20h20, les premières mines ont commencé à exploser. On a perdu 7 bateaux. La mer était très forte. On a ramassé 176 hommes pratiquement un à un dans le mazout. Vers 3h du matin, comme on avait l'air de repartir vers Reykjavik, j'étais descendu dans la chambre de bar et je m'étais allongé directement sur le sol. À un moment déterminé, le commandant était à la passerelle, j'ai entendu qu'on manœuvrait le shotburn. Le shotburn, c'est l'appareil qui sert à donner des ordres à la machine. Et alors je suis remonté à la passerelle et j'ai vu qu'à ce moment-là, qu'on reprenait un cap pour rentrer dans le champ de mine. Alors là, je me suis dit, j'ai eu presque peur. Je dis, on vient d'en s'en sortir, on va rentrer encore dans le champ de mine. J'ai trouvé que c'était un peu exagéré. Les avions de Göring, eux non plus, n'ont jamais réussi à interrompre le flot continu de convois qui n'ont cessé de sillonner l'Atlantique. Pour moi, la vie était dure. J'étais aspirant. Je faisais le quart en chef. Mais je pense à la vie de l'équipage dans les postes. Que ces bâtiments avaient été construits rapidement sur des plans de baleiniers. Au point de vue qualité marine, il était absolument extraordinaire. Mais il n'était pas toujours étanche. Quand il y avait les tempêtes, il y avait l'eau qui rentrait sur les ponts, qui se promenait, qui se baladait. On était toujours mouillé. Sur la passerelle, une passerelle découverte, on était dans les embruns et les paquets de mer en permanence. Ce qui fait qu'en descendant du car à 2h du matin, pour me réchauffer, je descendais dans la chaufferie pendant une demi-heure. La chaufferie, puisqu'on était une machine à vapeur. Et puis mon autre grand souvenir, c'est le débarquement de Normandie. Nous étions guides de navigation de la division canadienne qui donnait l'assaut à la pointe de Verre. Je me souviens toujours, on avait mouillé devant la pointe de Verre. Et j'ai la photo qui montre d'ailleurs mon bâtiment, qui était à ce moment-là une frégate, où nous avons derrière nous les LCT, où on sort de l'île de White pour venir en Normandie. Et donc le débarquement a commencé par Utah d'abord, ensuite par Omaha, ensuite par nous. Et un peu avant midi, j'ai vu avec la mer, le flot qui montait, il y avait de ce qu'on appelle des LCI, Landing Craft Infantry, qui dérivaient avec des trous dans la coque. Tout le monde était mort à bord. Et je me disais, mais le débarquement va rater. On était quand même très inquiets. Et puis à un moment déterminé, on a vu devant nous le premier tank sur la colline. Et même un avion, je crois, atterrir. Alors on s'est dit, bon, pour nous, c'est réglé de notre côté. Et nous sommes tout de suite repartis à l'entrée de la Manche pour aller chercher des convois de troupes que nous amenons et dont on a fait la navette en permanence entre l'Angleterre et les plages de Normandie pour apporter les convois de troupes, pour les protéger contre les sous-marins allemands. Donc c'est un grand souvenir, et de voir la France quand même se libérer. Et oui, je voulais revenir là-dessus aussi, là c'est plus par rapport au mythe familial du fameux message que tu avais envoyé par la BBC. Eh bien, pour me faire reconnaître, c'est à partir de 1943 qu'on a pu envoyer les messages par la BBC. J'étais en train de faire de la vaisselle avec maman et on écoutait les messages personnels. Et d'un seul coup, on s'arrête. Je me souviens de Poulot. Guingamp, la place du Centre. Lorient, la rue de Fontaine. Oh, maman me dit c'est François. Parce que Poulot, c'était un petit âne que grand-mère avait là à Ploumavec.
Ce message a rassuré pendant un temps ma famille. Tout simplement, ils ont su que j'étais vivant. Mais enfin, la guerre se continuait. Hein. En mai 68, je nourrissais une passion sans limite pour ces millions de manifestants qui réclamaient à corps et à cri le départ de De Gaulle. Aujourd'hui, comme beaucoup, je porte un jugement plus nuancé sur celui qui me semblait n'être que le représentant d'un monde rigide et figé. Deux hommes, en particulier, m'ont amené à cette remise en cause de mon point de vue sur le général de Gaulle. Tout d'abord, l'amiral Floïc, qui fut le témoin d'une part d'histoire et d'événements qui ont marqué les souvenirs des Français. Puis, mon vieil ami Michel Onfray, homme de gauche et philosophe, qui, contre toute attente, se dit fasciné par la haute stature de commandeur de Gaulle. Ce héros de tragédie, visionnaire, solitaire et actif, qui assume son destin et celui de son pays, bien au-delà des basses querelles partisanes et politiciennes. Vous racontez dans vos mémoires d'Outre-Gaulle les conditions de votre rencontre. Il vous convoque, enfin je ne vais pas raconter, vous allez nous dire, mais je trouve extraordinaire la façon dont il vous dit « c'est bon, ça marche ». Je suis venu de Toulon, j'étais embarqué à Toulon, et dans le train, j'avais fait des hypothèses, et en particulier sur mon attitude sur l'affaire algérienne et la décolonisation. Et je rentre dans son bureau, je me mets au garde à vue, je le salue, et je lui dis mon général, mes respects. Il m'a dit bonjour Floïc, nous sommes-nous déjà rencontrés? J'ai dit oui. Dans quelles circonstances? Je lui ai dit votre inspection des corvettes à Greenock en 1943. Et il m'a dit c'est bon, on se reverra. Alors je dois dire que ça a été un peu bref comme engagement. Et je crois que pour le général de Gaulle, le physique aussi entrait en ligne de compte. Hein. J'étais grand, j'avais fait la guerre dans la France libre, donc je pouvais avoir une relation psychologique avec le général, que j'ai toujours eu d'ailleurs, tacite. Je suis arrivé à l'Élysée, je me suis mis au courant du service des aides de camp auprès de mon camarade Bonneval, qui, comme je n'étais que corvettard, c'est-à-dire commandant à cette époque-là, lui était plein colonel, et j'ai eu le sentiment qu'il allait m'utiliser comme son aide de camp et que j'exécuterais ses ordres. Alors j'ai dit non. Moi, mon patron est là de l'autre côté, derrière la porte. C'est comme sur un bateau. Je suis responsable comme officier de quart vis-à-vis du commandant. Le second ou les autres officiers n'ont rien à voir. Il y a une responsabilité directe. Et donc, voilà comment j'ai commencé. J'ai passé le mur du son, si je puis m'exprimer ainsi, avec le général sur une question d'heure et de pendule. Ça paraît extraordinaire. Je suis arrivé à l'Élysée avec l'idée il faut que le président de la République ait le maximum de temps. Par conséquent, je lui ferai gagner le maximum de temps. Et la première chose que je faisais en arrivant au bureau, c'était de prendre l'heure à l'horloge parlante et de voir que nos pendules étaient bien réglées dans le bureau et dans le bureau du général. Alors le jour où j'ai pris mon service, dit à Bonneval, je lui ai dit bon maintenant je suis prêt, je peux prendre le service. Je suis rentré dans le bureau du général, je lui ai annoncé un visiteur. Il m'a dit il n'est pas l'heure. Il avait une très mauvaise montre, le général. Alors je n'ai rien dit, il m'a dit je sonnerai. Je suis rentré dans le bureau, il a sonné, et le lendemain il m'a fait le même coup. Et il était 10h du matin, je me suis mis au garde à vous devant lui, et je lui ai dit mon général, il est exactement 10h, je viens de prendre l'heure à l'horloge parlante. J'ai cru que sa lunette allait lui tomber de son nez, et il m'a dit bon, faites-le entrer. Pendant tout mon temps à l'Élysée, j'ai été prisonnier de mon personnage, c'est-à-dire que le général ne regardait plus sa montre, hein, et toc, je rentrais dans son bureau, je disais il est l'heure et on partait. Au fond, je lui faisais exécuter dans les voyages en province et à l'étranger le programme qu'il avait prévu par avance. Et il se laissait faire, il considérait que c'était mon affaire. C'est ça qui était très agréable avec le général. Il n'intervenait pas. Alors, amiral, vous connaissez le principe, on avait démarré sur un commentaire des photos. Il y avait des photos qui me paraissaient très emblématiques. Là, il n'y en a pas vraiment qui le soit de la guerre d'Algérie à proprement parler. Non. Mais est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'a été la coulisse de la guerre d'Algérie, parce que vous avez assisté à tout ça comme témoin privilégié? Oui. Moi, ce qui m'a pu frapper quand je suis arrivé à l'Élysée en janvier 59, comme le sujet d'Algérie était très important et que moi je ne connaissais pas du tout l'Afrique du Nord ni l'Algérie, je me suis rendu à l'état-major particulier et j'ai demandé au colonel qui suivait les affaires d'Algérie, qui s'appelait le colonel Renaudin, je lui ai demandé de me donner le dossier d'Algérie. Et tout de suite, je me suis aperçu, en regardant le plan de Constantine, qu'il fallait, je crois, donner 900 milliards par an,
et conserver 500 000 hommes pendant 10 ans pour pacifier, pour faire évoluer l'Algérie. Et le lendemain matin, je suis revenu lui rendre le dossier en lui disant « je ne suis pas allé au-delà, car nous n'avons pas les moyens de conserver autant d'hommes en Algérie ». Quelle a été l'évolution du général sur cette question algérienne? Est-ce qu'il a été pragmatique? Est-ce qu'il a... Il a été pragmatique. Dès le départ, il a pensé qu'il fallait faire évoluer les choses et qu'1 million d'Européens devaient s'accorder avec les 7 ou 8 millions de musulmans. Le deuxième grand événement, ça a été évidemment le putsch des généraux, après les déclarations et l'évolution. Le putsch des généraux, c'est intéressant de le rappeler. Senghor était en visite officielle à Paris et il avait demandé le vendredi soir, à la fin de sa visite, que l'on fasse jouer Britannicus à la Comédie Française. Or, dans Britannicus, il y a 2 vers. Un putsch va se déclarer à l'aube et à 4 heures du matin, le commandant militaire du palais, qui était un général de gendarmerie, m'appelle en disant « il y a des ennuis pour le patron ». Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un pronunciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence. Un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité. Un groupe d'officiers partisans, ambitieux et fanatiques. Ce groupe et ce carteron possèdent un savoir-faire limité et expéditif, mais ils ne voient et ne connaissent la nation et le monde que déformés au travers de leur frénésie. Leur entreprise ne peut conduire qu'à un désastre national. Le 20 mai s'ouvre la première conférence d'Évian qui aboutira aux accords du 19 mars 1962 avec le FLN. Il proclame le cessez-le-feu et accorde diverses garanties aux Européens. L'affaire du Petit Clamart, au fond, non seulement les accords d'Évian étaient signés, l'affaire était réglée, mais en outre, l'OAS avait signé une trêve, ou plutôt une paix avec le FLN sur place en Algérie. Donc l'affaire du Petit Clamart et l'assassinat du général au Petit Clamart, pour moi, c'était une vengeance qui ne correspondait plus à la période actuelle. Ce que je peux dire, que si j'avais été de service ce soir-là, au lieu d'emprunter le pavé blanc, la route, je serais passé par la route des Gardes à travers la forêt de Meudon. Et alors à ce moment-là, les conjurés avaient toute possibilité pour mitrailler la voiture du général. Et je ne serais pas ici aujourd'hui pour vous parler. Noémie, dis-moi comment on fait quand on a ton âge et qu'on aborde le général de Gaulle, la question du général de Gaulle. C'est un peu poussiéreux. Moi, ça fait longtemps que je le défends, ça fait longtemps qu'on considère que c'est une vieille chose, dépassée. Moi, je trouve bien qu'il y ait une nouvelle génération qui puisse s'y intéresser. La tienne, en l'occurrence. Outre le fait que tu entretiens une relation particulière via notre ami l'amiral avec le général, comme tu es lectrice, fine lectrice, et que tu as lu et que tu as vu, c'est quoi le général de Gaulle pour toi? Pour moi, c'est pas... c'est une image, c'est un homme en noir et blanc qui fait des mouvements. C'est très, très basique, quoi. Enfin, c'est très mon époque de l'image, c'est surtout des images que j'ai vues dans les bouquins d'histoire, donc d'un grand personnage à la fois grandiose et grotesque, avec ses grandes oreilles et qui bouge et qui a une voix chevrotante. Enfin, c'est ça, c'est avant tout l'image que j'ai de Gaulle. Après, c'est ce que j'ai appris à l'école, mais de façon complètement fragmentaire, donc le 18 juin. Mais c'est des bouts d'histoire et j'ai pas une cohérence sur le personnage, en fait, je pense, à l'heure actuelle. Et pourquoi grotesque? Pour l'allure? Déjà, oui. L'espèce de personnage immense, puis aussi les caricatures qui ont pu être faites après Harakiri, d'autres choses qui sont restées. Et puis là, je regardais des choses avec l'amiral ce matin, et c'est vrai que moi je riais beaucoup. Lui, il était très impressionné par le personnage, il était ému. Et moi, ça me faisait rire beaucoup, quand je le vois parler. Lorsque
c'est là, c'est théâtral, c'est pas, enfin, c'est... Et puis Vive le Québec libre, ça me fait rire, quoi. Enfin, je trouve qu'il avait des moments de... Tellement il était au-dessus de tout, où des fois ça paraît complètement décalé et grotesque. Enfin, il me fait rire. Le Québec libre, ça te fait rire, ça? Ah ouais? Oui. Je trouve surtout que... Une provocation extraordinaire. Oui, une provocation extraordinaire, quelque chose en plus qui apparemment était absolument pas prémédité. Il s'est laissé emporter par une foule en liesse et porté par ça, il a été mené à dire ça, et je trouve ça drôle. Enfin, je trouve que c'est un pied de nez qui, quand on ne le considère pas comme une grandeur, peut apparaître comme un côté complètement bouffon et comique. Je trouve qu'il a une grande part comique, pas forcément, enfin il est comique parce qu'il a de l'humour, mais aussi comique de par sa prestance, et tellement il sort d'un autre temps. Vive Montréal! Vive le Québec! Il visait quoi, là? Il était indépendantiste, comme on dit aujourd'hui au Québec, ou... Non, il n'était pas indépendantiste. Il a fait son discours formel la veille au Château Frontenac au Québec. Il a voulu rééquilibrer les pouvoirs au Québec. Il a parlé des deux éléments fondateurs du Québec. Il a voulu qu'on reconnaisse le fait français complètement au Québec. C'était à dessein, ça. Il savait qu'il dirait ça comme ça. Il y allait pour ça. C'est ça. Ce qu'on entend dans la bande sonore, moi je l'ai écouté plein de fois, parce que il y a un moment de grande émotion. Ah, oui. Il dit « Vive le Québec ». Il y a un applaudissement extraordinaire, il reprend « Vive le Québec libre ». Et il ajoute le libre comme ça, et alors là, déchaînement total de la foule. Quand il dit « Sur le chemin qui nous conduit de l'aéroport à ici, je n'ai connu cet enthousiasme qu'à la Libération ». Enfin, il y a des effets de théâtre qui sont, au bon sens du terme, de dramatisation, de dramaturgie, qui sont assez magnifiques. Il faut dire qu'à partir de... C'était quand même très émouvant. Ce trajet du Québec à Montréal sur le chemin du roi, c'était extraordinaire. Les Québécois chantaient la Marseillaise. Alors l'arrivée dans le faubourg de Montréal, on avait 1h30 de retard. Et dans la voiture, il y avait le général Johnson, Premier ministre du Québec. Nous sommes rentrés à Montréal par les quartiers Est, qui sont les quartiers francophones, les quartiers populaires. Je disais au chauffeur, on marchait autour de roue. Je dis, ne vous arrêtez pas, parce que si on s'arrêtait, on aurait été submergés. Alors on arrive donc à l'hôtel de ville de Montréal. Drapeau était là, le maire de Montréal, Drapeau, qui l'accueillait au pied des escaliers. On monte et on rentre dans le bureau de Drapeau. Et le général dit à Drapeau tout de suite, je vous remercie monsieur le maire du magnifique accueil que fait la ville de Montréal à la France en ma personne. Et à ma grande surprise, étant donné ce que je venais de vivre, Drapeau lui dit, vous savez mon général, Montréal est une grande ville cosmopolite. En vous, il salue un des derniers grands de la guerre. Alors, je trouvais ça un peu curieux. Et donc en sortant, nous sommes passés devant le balcon. Et là, la foule a aperçu le général. Il a levé les bras, naturellement. Un cri absolument extraordinaire. Il s'est tourné vers Drapeau. Il lui a dit, mais il faut que je leur dise quelque chose. Quand vais-je leur parler? Drapeau leur a dit tout à l'heure. Mais il faut que je leur dise quelque chose maintenant. Y a-t-il un micro ici? Drapeau lui dit non. Et il y avait un technicien québécois qui était là, qui a tendu le micro au gorille, qui était comité, qui l'a tendu au général. Et là, ça a été l'explosion. Alors donc, le discours formel qui a été fait sur la terrasse, j'ai dit à Couve, est-ce que vous avez entendu ce que le général a dit? Oui, il a eu tort. Enfin, le Quai d'Orsay, comme toujours. Alors moi, je résidais avec le général dans la villa de Bordas, qui était le haut-commissaire français du pavillon français à l'exposition universelle de Montréal. Et puis le général m'attendait dans le salon. Et je me demandais pourquoi m'attend-il. Et c'est là qu'il m'a demandé qu'est-ce que vous en pensez. Je dis, mon général, j'ai vécu cette journée avec vous. Vous avez été le catalyseur du peuple québécois. Et il m'a dit, mais comment se fait-il que le Quai d'Orsay ne voit pas cela? Je dis, le Quai d'Orsay, demain matin, il va avoir d'autres problèmes. Et effectivement, il était quand même un peu inquiet. Le lendemain matin, au réveil, la première chose qu'il m'a dite, il m'a dit, vérifiez donc que le programme de la journée se maintient toujours. Je dis, le programme se maintient.
Et pour moi, c'est le plus grand souvenir de ma vie auprès du général de Gaulle. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai vu un peuple entier prendre conscience que c'était à lui de régler ces problèmes qui étaient pendants depuis 2 siècles avec l'élément anglophone. Et c'est une drôle de fonction, être de camp, c'est-à-dire... Ah oui, c'est une drôle de fonction qui est à cheval en des quantités de choses. Oui. Nous étions pour emploi au cabinet, donc sous l'autorité du directeur des cabinets, et militairement sous les ordres du chef de l'état-major particulier. À ceci près, où je su plus tard que le général de Gaulle considérait que son aide de camp était directement sous ses ordres. Hein. On l'accompagne partout, en général. Dans les cérémonies officielles, on est toujours là à côté de lui et on l'accompagne à Colombey en civil. Hein. Moi, je pensais à l'intimité dont vous parlez dans votre livre, parce que vous êtes allé quand même à sa table, à Colombey, vous dîniez ensemble, vous étiez familier au quotidien, tout de même. La première fois que je me suis rendu à Colombey, je ne savais pas comment se présentaient les choses. La voiture s'est arrêtée devant le perron. Madame de Gaulle est sortie à droite pour rentrer chez elle. Moi, j'étais dans la droite dans la voiture. Je me suis effacé devant le général pour qu'il rentre chez lui, et d'un geste large, il m'a dit « Après vous, cher ami ». C'était un peu gênant pour l'aide de camp, parce qu'à table, le général vous versait le vin, il vous versait l'apéritif. On vivait avec le général, absolument. À ceci près, si on rentrait dans son bureau de l'angle de la tour pour une question de service, les rapports venaient tout de suite tacitement, comme à l'Élysée, de chef à subordonné. Mais sinon, on était son hôte. La première fois que j'étais à Colombey, il m'a dit « Floïc, êtes-vous fumeur ?» Oh, je dis « Mon général, je suis fumeur comme ça, occasionnel. » Et moi, dit-il, je me suis arrêté du jour au lendemain, et on ne s'en console jamais. Et un jour, il avait de très bons cigares, une bonne cave à cigares. Il m'a fait le coup, on partait après déjeuner, à 1h après déjeuner à Colombey pour rentrer à Paris. Il m'offre un beau cigare. Et puis je le mets dans ma poche, je dis je ne vais pas fumer le cigare dans la voiture. Je rentre dans la voiture et il me dit Floïc, et votre cigare? Je me retourne en disant Madame de Gaulle, mais donc fumez donc votre cigare. Et j'ai fumé le cigare, j'ai empesté la voiture jusqu'à Paris. C'est extraordinaire. Mais le général, du temps de la traversée du désert, fumait 3 paquets de gitanes sur le trajet Colombey-Paris. Hein. Ah oui. C'était un chain smoker. Il allumait une cigarette et il le prenait une autre et ça continuait. Hein. Alors s'arrêter du jour au lendemain, ça a dû être dur. Hein. Mais comme il dit, j'avais dit que je ne fumerais plus. Vous ne voyez pas de Gaulle manquer à sa parole. On prête à Goethe ce mot, vous savez, il n'est pas de grand homme pour son valet de chambre. Alors le valet de chambre, c'est celui qui accède à l'intimité, on dira au sens large du terme. Vous qui avez vu le grand homme dans son intimité, il était grand homme aussi dans l'intimité? Je ne l'ai jamais vu dans son intimité, parce que je ne l'ai jamais vu dans ses appartements. Je l'ai vu une fois, en pantalon de pyjama, à Stalingrad. Il venait de se raser. C'est la seule fois où véritablement je l'ai vu. Et ce qui m'a frappé, c'était il avait une peau laiteuse de bébé, il avait sa petite pose abdominale, je le vois toujours. Alors il me dit, Floïc, on me dit que j'ai une sonnerie d'appel entre vous et moi, j'ai beau appuyer, il n'y a pas de réponse. Et je lui dis, mon général, ni rabotaillette, hein, ça fonctionne pas. Il m'a dit, ni quoi? Je dis, ça fonctionne pas. Je dis, les Russes envoient des gens dans l'espace, mais installer une sonnerie, ça ne les intéresse pas. De temps en temps, on me dit, ou on me fait dire, ben oui, vous êtes là, c'est fort gentil à mon égard, et par conséquent, bien, mais après vous, ce sera la pagaille. Alors, quelques-uns suggèrent que l'on institue la pagaille tout de suite, de manière à assurer ma succession. Eh bien, je demande à réfléchir. Je vous remercie. Il disait qu'il écrivait la totalité de ses interventions et qu'il les mémorisait et qu'il disait, mais finalement, un texte qui avait déjà été écrit, ce qui est juste. Il les apprenait par cœur, pourquoi? Parce que c'est Churchill qui lui a dit en Angleterre, il ne faut pas lire vos papiers à la radio, il faut que vous parliez directement. Donc il les apprenait par cœur,
parce qu'il n'était pas convenable que le chef de l'État puisse faire un lapsus ou dire quelque chose qui ne correspondait pas à ce qu'il avait écrit. Alors d'où le soin extraordinaire qu'il mettait à se préparer. Et moi, je l'ai vu dans son bureau à l'Élysée, où les portes sont un peu... Dans ce vieux palais, les portes ne sont pas jointives, on peut regarder par la fente. Avant de rentrer dans son bureau, je remarquais qu'il répétait son texte avec des mouvements de main, les mimiques. Il est de fait qu'il a été un grand acteur sur la télévision. Hein. C'est-à-dire les conférences de presse étaient préparées, ça c'est sûr, mais il n'écrivait tout de même pas les réponses aux questions qui lui auraient été proposées en amont. Non, absolument là c'était improvisation quand même. Oui, c'était il était génial en improvisation aussi. Oui. Hein. Ça oui. Mais parfois, on demandait à certains journalistes de poser telle question. Oui. Et quelquefois, il y avait des questions qui n'étaient pas posées. Et vous vous souvenez, il y a une conférence de presse assez amusante où le général relance la balle. Il veut traiter tel sujet et dit on m'a posé telle question. C'était pas vrai d'ailleurs. Il voulait qu'on traite de la question. C'est avec l'usage de certains mots que personne ne connaissait, le carteron de généraux, le volapuc. Le volapuc, oui. Il y avait de la chienlit. Oui. Alors, au sujet du volapuc, il y a une chose amusante. C'est au sujet de l'Europe, l'interview avec Michel Droit. Quand le général a dit, quand on a parlé de l'Europe, il dit ça sert à rien de sauter sur sa chaise comme des cabris. L'Europe. Et il avait rajouté comme des enfants de chœur qui avaient renversé les burettes, qui avaient bu les burettes. Alors ça, on l'a quand même supprimé. Ah oui. Dante, Goethe, Chateaubriand appartiennent à toute l'Europe dans la mesure même où ils étaient respectivement et éminemment italiens, allemands et français. Ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides et qu'ils avaient pensé et écrit en quelques espéranto ou volapuc intégrés. Quand on écoute ses discours, c'est gorgé de citations, Shakespeare, Racine et tout, et enfin, on ne voit pas comment ça serait possible à l'heure actuelle. Les gens ne comprendraient pas. C'est pour ça que quand tu me demandais le gaullisme, mais quoi dans le gaullisme? Parce que le gaullisme c'est un tout, et si t'enlèves un bout du tout, il n'y a plus du gaullisme. Et donc ça fait aussi partie de cette verve qu'il avait. Il y avait un ton, on dirait Artaud, ou une espèce de truc théâtral qui faisait partie de ça, et gorgé de références d'une culture. Les gens seraient dépassés maintenant. C'est la première fois que nous voyons cela. C'est-à-dire que de fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Il y a pas mal de gens qui disent oui, il y a deux hommes, il y a l'homme du 18 juin et puis il y a le vieux de mai 68, celui qui est un peu, pour beaucoup, selon certains, qui a loupé, qui n'a pas compris les aspirations de la jeunesse de l'époque. Et en fait, c'est le même, c'est exactement le même. C'est celui qui veut justement que la France soit une, indivisible, une nation, qu'elle s'élève au-dessus de cette petite considération même bourgeoise, parce que finalement, mai 68, il y avait ça, et donc lui, il était au-dessus de cette petite considération. Et c'est en ça que c'est assez passionnant de voir un grand homme à l'œuvre, et de tout ce que ça peut comporter d'insupportable, je pense, j'imagine pour la génération de mai 68, ça représentait pas un héros, peut-être pour leurs parents, mais pour eux non. Et donc ça devait être insupportable de voir quelqu'un qui n'écoutait pas puisqu'il était au-dessus. De Gaulle, moi, c'est l'image qui m'en reste, et c'est en ça que je trouve ça à la fois grandiose et des fois drôle, parce que quand on est au-dessus, des fois on est un peu décalé aussi. Et je pense qu'en mai 68, il était aussi un peu décalé par rapport à... Il y a une phrase là où il dit justement qu'un grand homme doit comprendre, c'est celui qui comprend les aspirations de son temps. Bon, il écrit ça en 32, et en 68, il l'a pas compris tout de suite, il l'a compris après, mais sur le moment, il l'a pas nécessairement compris, ou il l'a pas compris comme les gens voulaient qu'il le comprenne. Et donc c'est drôle de voir comment il a évolué, quoi, comment il a vieilli aussi.
Est-ce que mai 68, à un moment, vous avez eu l'impression qu'il a saisi, qu'il a compris que quelque chose devait se faire, un nouveau contrat avec le peuple? Il a commencé en disant « On voit tous les signes d'une nécessaire transformation de la société ». Il avait compris beaucoup plus que Pompidou. Hein. Il y a eu ce que j'appelle moi-même un coup d'état intérieur de Pompidou. Pompidou est arrivé d'Afghanistan avec une idée toute faite, qui avait été faite par son cabinet et par Jobert, où il a décidé, il avait vu Joxe, c'était le Premier ministre par intérim, et il a décidé de libérer les 3 étudiants qui avaient été arrêtés en flagrant délit, de retirer les forces de police du quartier latin et de rouvrir la Sorbonne. Hein. Et il l'a dit à Joxe et à Perfit, je ne sais pas si Perfit le rappelle dans ses mémoires, il a dit voilà ce que je vais présenter au général. Et il est venu à l'Élysée après avoir dîné, donc vers 23h. Et là, le général m'a dit, Pompidou m'a mis le marché en main. Ou vous acceptez cela, ou bien je démissionne. Il n'était pas question que le Premier ministre démissionne. Et puis nous sommes partis donc en Roumanie le mardi matin. Et en Roumanie, on a appris l'arrêt complet et total de la France. C'était quelque chose d'extraordinaire. Parce que j'avais, moi, le téléphone direct avec l'officier de permanence à l'Élysée. Et en me levant le matin, la première chose que je faisais, je téléphonais. Et il me disait, bon, je voyais un pan entier de l'activité française, une démission complète, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et je demandais que fait le gouvernement. Le gouvernement n'a rien fait pendant ce temps-là. Moi, ce qui m'a paru extraordinaire sur mai 68, c'est que Pompidou soit sorti comme l'homme qui avait tout soutenu à bout de bras. En réalité, aux accords de Grenelle, il est parti avec son stylo pour signer. Hein. Et puis il y a eu un fait qui a peut-être décidé le général à partir de quitter l'Élysée, c'est que la CGT montait une manifestation qui allait de l'hôtel de ville à Saint-Lazare. Or, c'était la première fois que les défilés se passaient sur la rive droite et dans cet endroit-là. Et par conséquent, la dislocation à Saint-Lazare, il y avait peut-être une menace directe sur l'Élysée. Et le général s'est dit, bon, un palais vide ne se prend pas. La légitimité se trouvera où je me trouverai partout en France. Au décollage de Saint-Dizier, quand il m'a donné le point de direction sur Baden, j'ai déterminé la route avec le pilote et le copilote que nous allions prendre pour allier Baden. J'ai ordonné le silence radio et le couper les communications et de me défiler du relief et des radars. Parce que j'ai aussitôt pensé au fil de l'épée et à la surprise. J'ai dit, bon, le général veut certainement créer une surprise. Et quand nous sommes arrivés à Baden, et quand, après en avoir terminé avec Massu, une assez longue discussion sur la pelouse, quand il est rentré dans le bureau de Massu, ce fut mon tour. Et là, j'étais très inquiet. Parce qu'il m'a dit, que va-t-il se passer maintenant? Alors je dis, mon général, dès l'instant que vous êtes dans une résidence militaire bien pourvue en moyens de communication, les choses me paraissent plus faciles. Mais, me dit-il, dès l'instant que je ne suis plus en France, le Conseil constitutionnel va constater ma déchéance. Alors je lui ai dit, mon général, il y a le pavillon français sur la pelouse, et puis je dis, vous avez encore du temps devant vous. Et là, tout de suite, le général a provoqué Massu. Il lui a dit, alors Massu, tout est foutu. Oui. Et Massu a eu une bonne réponse que j'ai entendue. Il lui a dit, un homme de votre prestige a encore des moyens d'action. Ça m'a beaucoup réconforté. Alors ils sont restés, ils ont discuté. Moi, je me suis mis un peu à l'écart, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Hein. Et puis à ce moment-là, on est rentré dans le bureau de Massu. Alors c'est là qu'il m'a dit, appelez-moi mon ambassadeur à Bonn. Enfin, non, la transformation a été rapide et la résolution a été rapide. S'il avait pu hésiter, ça a duré moins d'1 heure. Hein. Il m'a dit, est-ce que les hélicoptères sont toujours là? Quand est-ce que je pourrais repartir? Quand pourrais-je repartir? Je lui ai dit, bon, dès l'instant qu'ils auront fait leur plein, ils vont être sur la pelouse. Et je remarque que Massu, dans son livre Baden 68, ne savait pas où nous allions. Hein. On est arrivé à Colombey à 18h. Et le général n'a
pas changé ses habitudes, parce que je ne savais pas s'il y avait une voiture pour nous transporter. Je lui ai demandé l'autorisation de poser, vous avez mon papier dans mon livre, l'hélicoptère dans le parc, ça a été négatif. On a posé l'hélicoptère à 1 kilomètre de la boisserie sur une petite zone qui avait été aménagée pour l'hélicoptère, et nous sommes rentrés à la boisserie dans la 403 du commandant de la gendarmerie de Haute-Marne. C'est un peu... Puis tout de suite, il a téléphoné à Pompidou et à Tricot, qui était le secrétaire général de l'Élysée. Conseil des ministres, comme prévu, à 16h demain. Et puis, comme il n'y avait rien à faire, il faisait très beau. Nous avons fait le tour du parc. J'ai un souvenir absolument irréel de pensée poésie, fleurs, après la journée que nous avions vécue. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Je ne changerai pas le Premier ministre. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Je crois qu'il a compris mai 68 très vite, très tôt. Enfin, de toute façon, beaucoup plus vite que certains qui ne l'ont pas encore compris. Il y a toujours des gens qui doutent un petit peu sur mai 68 aujourd'hui, ce que ça a été véritablement. Non, il a saisi, et bien saisi. Ceci dit, tu as raison de parler d'une métaphore spatiale en disant il est au-dessus. Parce que quand on lui disait, mais droite, gauche, gauche, droite, lui disait, mais ça c'est une métaphore horizontale. Moi je suis dans la métaphore verticale. Pour moi, il n'y a pas la droite et la gauche, il y a le haut et le bas. Et il dit, qui même me suivent, mais la France, c'est les sommets. Et si les communistes me suivent au sommet, eh bien, il y aura des communistes dans mon gouvernement. Et il y a eu. Et De Gaulle était capable de dire, droite et gauche, c'est une affaire de parti. On est hémiplégique quand on est de droite ou de gauche. Il dit, la droite, dans un discours célèbre, hein, il dit la droite, c'est l'ordre, et puis la gauche, c'est le progrès. Mais le progrès sans l'ordre, c'est la chienlit. L'ordre sans le progrès, c'est la dictature. Je crois qu'il a bien compris mai 68 et très vite, et que la preuve qu'il a bien compris, et vite, c'est qu'il a fait une proposition de référendum sur la participation, qui était une façon de dire, donc pas du tout en contradiction avec le texte que tu as intelligemment souligné, là. Oui, il dit ça dans les années 30, mais il dit la même chose en 68, et il dit, j'ai compris que quelque chose avait eu lieu, je vous fais cette proposition. Et il y avait des réponses autogestionnaires dans le projet de référendum sur la participation. Il y avait normalement une association des ouvriers, des travailleurs, aux décisions d'entreprise, des participations de bénéfices, enfin vraiment quelque chose qui ressemblait à ce que Tito faisait en Yougoslavie à l'époque quand même. Donc voilà, il y a ce funeste référendum, le général est mis à la porte de la France, il est en Irlande, c'est vous qui avez organisé le voyage ? Les ordres pour le voyage en Irlande m'ont été donnés le lendemain matin du référendum négatif. Il m'a donc fait le point de la situation et il m'a dit, voilà, vous m'accompagnerez en Irlande. Et donc, il a donné ses instructions au directeur de cabinet. Alors je lui ai dit, moi je ne peux plus garder le général à la boisserie, il ne peut pas même sortir de sa maison sans être mitraillé par les photographes. Je dis, prenez les choses comme elles sont, quand on sera sur place en Irlande, on avisera. Et donc on est arrivé en Irlande samedi sur l'aéroport de Cork, on a embarqué le général dans la voiture et nous sommes arrivés donc à cette résidence de Sneem, dans le Kerry. Une petite résidence modeste, parce que c'était une ancienne maison privée, qui avait été transformée en hôtel. Je crois que les gens venaient boire du vin blanc et manger des huîtres. Toujours est-il qu'au bout de 15 jours, nous avons quitté cette résidence où il était très bien. C'est là où ont été prises ces fameuses photos sur la plage de Derrynane. Et nous sommes allés dans le Connemara, où il a été très, très heureux dans le Connemara, et beaucoup plus tranquille vis-à-vis des photographes. Parce que la photographie historique, c'était celle-là qui a été prise. Hein. Ça, c'est l'Irlande. C'est un pays vert. Mais il y a au bord de la mer, à cet endroit, c'est dans la baie de Kenmare, comme le Gulf Stream vient frapper de plein fouet le sud-ouest, les trois grandes baies du sud-ouest de l'Irlande, vous avez au bord de mer, vous avez des fougères arborescentes. C'est assez étonnant. Et la résidence du général était là.
Donc après le Connemara, nous sommes redescendus à Killarney. Là, le général a été très bien aussi. C'était amusant. Le premier soir, on a senti les portes qui battaient. Le lendemain matin, au petit déjeuner, le général me demande: y a-t-il des fantômes dans cette maison? C'était le samedi soir. Les Irlandaises étaient parties faire la bringue. Et comme me dit la police irlandaise, c'était les bicyclettes qui les avaient ramenées au Derry Cottage. Et alors, le dernier jour, nous avons déjeuné au château reçu par le gouvernement de la République d'Irlande, qui était le parti de Fianna Fáil, c'est-à-dire le soldat du destin. C'était magnifique. Et là, le général a prononcé un toast important, et il leur a dit: voilà, dans ce moment grave de ma longue vie, j'ai trouvé ici ce que je cherchais, être en face de moi-même. L'Irlande m'a offert de la manière la plus délicate, la plus amicale qui soit. En 69, t'as arrêté de travailler pour le général de Gaulle. Est-ce que t'as pas eu, toi, un manque, du jour au lendemain, parce que t'as quand même, c'est comme tout travail, mais là c'était un travail très prenant, d'arrêter du jour au lendemain? Qu'est-ce que ça t'a fait personnellement? Toi, dans ta vie, bon, t'as eu la Jeanne d'Arc, etc., mais... Oui, mais tu sais, je suis un caractère simple. L'affaire de la présidence du général avait été tranchée. Je l'avais accompagné en Irlande. Je m'étais bien occupé de lui en Irlande. Il était reparti à recommencer d'écrire. Par conséquent, du côté du général, les choses étaient réglées. Et pour ce qui me concerne, je devais aller prendre le commandement de la Jeanne d'Arc. Donc j'avais un objectif et j'avais des choses à faire. Hein. Et d'ailleurs, j'avais pris congé d'une manière définitive du général. Hein. Ce matin à Brest, près du quai des Flottilles, c'était le branle-bas et la dernière inspection avant le départ du porte-hélicoptère Jeanne d'Arc, navire-école de la Marine nationale. Eh bien, mon rôle, d'abord, il s'agit de faire du groupe école d'application, qui comporte 2 bâtiments, la Jeanne d'Arc et le Victor Schœlcher, un élément efficace des armes de la France. Avant toute chose, nous sommes des bâtiments de combat. J'ai donc coupé toute relation avec le général. Il m'a donné l'accolade, et qui m'a beaucoup ému, évidemment. Et je suis rentré à Toulon, et j'ai pris mon commandement sur la Jeanne d'Arc. La seconde année, après ma permission, je lui ai demandé, comme je repartais à Brest-Toulon, je lui ai demandé l'autorisation de venir le saluer à la Boisserie. Alors il m'a dit: mais non, on venait donc déjeuner avec Madame Floïc. Et là, Madame de Gaulle avait préparé un déjeuner que je trouve assez extraordinaire. Il y avait des petits homards de Cherbourg, il y avait des perdreaux sur le canapé, le général avait sorti son meilleur pinard et ses meilleurs cigares. Et alors, j'ai pris congé de lui. Il m'a dit: bon, les choses se passent ici, la médiocrité continue. C'était plus la vue sur les cimes. On était rentré dans l'administration, on dirait, dans l'administration financière du pays. Donc le décès, vous l'apprenez alors que vous êtes à bord du bâtiment que vous commandez? Oui, je l'apprends d'une manière curieuse, parce que donc j'avais quitté Dakar la veille, et on devait faire j'avais des hélicoptères à bord, on devait faire des opérations aériennes. Alors je suis monté à la passerelle vers 7h du matin pour voir le temps, pour voir la mer, pour savoir si on pouvait faire les opérations aériennes, parce que les hélicoptères sont assez délicats à mettre en œuvre sur une plateforme mouvante. Hein. Et je redescends par mon ascenseur en rentrant dans ma chambre. Le second service de transmission, qui s'appelait Augier de Crémier, lieutenant de vaisseau, me dit: voilà, commandant, on vient d'annoncer que le général est mort. Et je lui ai demandé quand. Il m'a dit: hier soir à 19h. Et j'ai aussitôt imaginé la mort du général. Et je dois dire, à ma courte honte, je n'ai pas apparu sur la passerelle de la journée. C'est mon équipage qui m'a réconforté, parce qu'il a demandé à m'interviewer un peu sur le circuit intérieur du bord. Je dois dire que j'ai pleuré comme une madeleine à chaque fois que je voulais tomber les dépêches venant de l'étranger, de condoléances pour Madame de Gaulle.
le service transmission me les donnait, je ne pouvais pas réprimer mes larmes. La chose qui m'a toujours intéressé, c'est le rapport du général de Gaulle avec l'Église et la religion. Je dirais plutôt avec la divinité. Le général était à la messe, il allait à la messe, il avait eu une éducation chrétienne, il allait à la messe, je crois qu'il faisait ses Pâques à Colombey normalement. Mais croire en Dieu, croire en une divinité, ça c'est sûr, parce qu'il m'a dit un jour, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui mène le monde qu'on ne peut pas appréhender. Hein. J'ai considéré au fond que Malraux était plutôt plus tourmenté que le général pour la recherche de la divinité. Et Charles de Gaulle parlant du général de Gaulle me disant « le personnage que l'histoire a fait de moi ». Alors moi je dis toujours « le personnage que la photographie a fait de moi ». Sinon je n'ai aucun mérite particulier. Est-ce que c'est pas pesant des fois pour toi maintenant, avec tout ce qu'on t'a demandé, les reportages, mais est-ce que des fois ça t'obsède pas? Là, effectivement, j'ai été rattrapé par mon passé. Bon, ben, je trouve pas ça pesant parce que récemment, il y a pas mal de temps depuis la mort du général. Par conséquent, c'est de l'histoire. Et pour moi, c'est un témoignage. C'est un devoir de témoigner pour le général. Hein. Témoigner d'ailleurs sans emphase, naturellement, en indiquant la manière dont j'ai vécu auprès du général de Gaulle et la manière dont je l'ai vu. Hein. Qui n'est pas forcément la manière dont les autres personnes l'ont vu. Moi, je suis un homme relativement simple, je raconte les choses telles que je les ai vécues, sans phare, et chacun en tire les conclusions.